Alors, nous sommes dans l'audio numéro 5. Je prends en même temps mon livre parce que j'ai le prompteur, le livre et vous. Je me suis un petit peu arrangée aussi par rapport à la vidéo d'avant. Et c'est parti, on va retourner à l'audio. Voilà, numéro 5. Alors, le titre de ce chapitre, c'est « Apprenons à nous écouter ». Alors, notre instinct n'est pas d'accord avec les vieux principes chacal, car notre rôle est d'aimer nos enfants afin qu'ils se sentent en sécurité pour apprendre à aimer la vie et à s'aimer eux-mêmes. Et nous sommes conscients au plus profond de nous-mêmes que nous sommes là pour les élever. Donc, je fais référence au chapitre d'avant où je vous disais pourquoi il y a un sentiment de culpabilité qui nous envahit lorsque nous réprimandons nos enfants. Donc voilà, nous sommes là pour les élever. Et que veut dire élever quelqu'un? Même si ce n'est pas forcément nos enfants, ça peut être les autres enfants si on travaille dans le domaine de l'enseignement, ou alors les enfants des voisins, ou les enfants, bref, tous les enfants que nous, adultes, avons, entre guillemets, en charge d'élever et non d'éduquer. Il va falloir faire la différence entre éduquer et élever. Élever, c'est tirer vers le haut. Et donc, on n'écrase pas les enfants pour pouvoir les élever vers le haut. Donc voilà, que veut dire élever quelqu'un? Le tirer vers le haut et non l'écraser. Nous devons nous permettre de voir différemment, de vivre différemment, de penser différemment. Nous devons prendre le réflexe de nous connecter, mais vraiment nous connecter en profondeur à notre pensée la plus élevée. La pensée la plus élevée, c'est notre sagesse, hein, comme si on était genre un dieu ou un sage. Donc se connecter à cette dimension-là qui est en nous, hein, bien sûr, et à notre plus belle énergie, donc l'énergie de l'amour universel. Ça, je vais en parler énormément, donc ce don naturel, hein, cet amour universel qui, on va dire, qui descend un peu comme ça, hein, de l'univers, on va dire. Le pouvoir de changer notre énergie, nous l'avons. Nous avons cette capacité de nous connecter. Donc ça, c'est vraiment important. Dans le livre, d'ailleurs, je vous ai fait une petite image hein, de lorsque nous élevons quelqu'un. Voilà, je vous ai mis une petite fée hein, avec une espèce d'énergie comme ça qui tourne et qui élève ce papillon. Voilà, parce qu'un enfant, ben, on est là pour le guider, pour l'élever et non pour l'écraser. Donc voilà, c'est pas de l'éducation positive, c'est pas une forme d'éducation que je vous demande. Vraiment, c'est de réfléchir à ces vieux concepts et de voir s'il n'y a pas une autre manière dont on n'a pas vraiment l'expérience, on va dire, dont on n'a pas expérimenté, parce qu'on ne nous a pas enseigné les choses comme ça. Et donc, nous avons vraiment le pouvoir de changer notre énergie, plutôt que d'être dans cette énergie dominatrice parce que c'est bon pour eux, parce qu'il y a une théorie selon laquelle ils vont nous aimer davantage, et que leur faire du mal, c'est leur faire du bien. Voilà, vous voyez un peu le concept. L'idée, c'est de changer un petit peu nos énergies, de se retourner un petit peu dans le fond de notre cœur, de nous connecter à notre cœur et à notre pensée la plus élevée. Oui, nous pensons devoir, je vous donne des exemples, hein, nous pensons devoir faire à manger, par exemple. Quand on doit faire à manger, on doit faire le ménage, on doit sourire, on doit faire des courses. Enfin, vraiment, on est dans ce truc d'obligation, devoir faire. C'est notre devoir, mais quelque part, derrière, il y a une énergie un peu de pas trop envie, quoi. Alors ça, on peut le changer. Et je vais vous expliquer comment. À partir de maintenant, alors c'est là hein, qu'on commence. À partir de maintenant, vous ne devrez plus dans cette énergie du devoir chiant, quoi, du devoir qui casse les pieds. Il faut couper cette énergie où on se sent obligé de. Ça n'existe pas dans le processus de l'art de vivre la paix. Si vous avez réussi à apprendre à faire des choses parce que vous deviez les faire, aujourd'hui, je vais vous demander de faire ces mêmes choses, non pas parce que vous devez, mais parce que vous aimez. Donc, en vous connectant vraiment avec votre don naturel, à votre don naturel, avec cet amour inconditionnel. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est quand on doit faire quelque chose, dans le sens où c'est chiant, on n'a pas envie, et du coup, ça nous met un peu dans une énergie...
on est énervé, c'est boring, c'est chiant, on doit le faire, mais on n'a pas envie de le faire. L'idée, c'est de se dire, tiens, et si j'apprenais à aimer le faire? Le faire parce que, bon, on fait à manger parce qu'on aime nos enfants, on ne veut pas qu'ils crèvent de faim. Donc, l'idée, c'est de, comme si on avait un curseur, là, de le mettre sur le côté cœur, le côté, tiens, je vais essayer de prendre plaisir à faire les choses. Parce que si vous ne modifiez pas cette énergie, donc de quelque chose de négatif, puisque c'est quelque chose de négatif, hein, que de se sentir obligé de, c'est pesant, c'est chiant, quoi. On va tourner le bouton de se dire, tiens, je vais faire en sorte de faire les choses parce que j'aime mes enfants. Donc déjà, si on se dit, je vais prendre conscience et mettre en avant cette énergie-là, j'aime mes enfants, j'aime mon conjoint, je m'aime, donc je vais faire quelque chose depuis mon amour universel. C'est quelque chose qu'on a tous en nous. Et là, je vais vous faire une petite mise en garde. Si vous ne modifiez pas cette source d'énergie, cette source de motivation dès maintenant, quelqu'un va le payer. Quelqu'un va payer parce que tout se paye quand on n'est pas dans cette lumière, dans cette énergie d'amour. Essayez. D'ailleurs, je vous conseille d'essayer de faire ça ce soir. Faites à manger parce que vous aimez vous-même, vos enfants, votre conjoint, enfin ceux pour qui vous devez faire à bouffer, quoi, en gros. Modifiez cette énergie. Je vais essayer de faire les choses parce que j'aime, pas parce que je dois. Ou bien, parce que ça aussi, quand on se sent obligé de faire quelque chose, peut-être même que l'on peut se dire, et si je déteste faire à manger, mais vraiment, ça m'horripile, j'ai pas envie. Demandez à ce que ce soit les autres qui fassent à manger. Vous pouvez aussi demander à vos enfants, allez, on va cuisiner, même s'ils ont 3 ans, bon ok, c'est un peu risqué pour votre cuisine, mais de prendre le plaisir que ce soit eux qui comprennent, qu'il faut qu'ils apprennent déjà, ou votre conjoint tout simplement, votre partenaire, si vous êtes en couple. Si vous êtes seul, aimez-vous et faites-le parce que vous vous aimez. Et si vous êtes en couple et que, je sais pas, monsieur ou madame travaille et rentre tard, faites-le parce que vous l'aimez et aimez cuisiner. Ou sinon, ne le faites pas. Abstenez-vous, dire, écoutez, tu rentres tard, mais moi franchement, à chaque fois, ça me casse les pieds. Et du coup, quand je cuisine, je suis toujours en train de vous reprocher, il faut faire à manger, il faut faire... Enfin, je suis dans une mauvaise énergie. Du coup, on va dire que tout le monde fait un peu la gueule à table, quoi. Hein. Donc, l'idée, c'est de ne pas faire payer aux autres le fait que vous deviez. Et donc, ne le faites pas. À la limite, laissez-les faire. Quitte à bouffer des pâtes au beurre toute la journée, quoi. Ça, c'est pas grave. Tant pis. Mais au moins, vous n'aurez pas envoyé cette... vous n'aurez pas été dans votre énergie négative. Vous voyez ce que je veux dire? L'idée, c'est vraiment de se dire, tiens, je vais faire quelque chose parce que j'aime, ou je vais pas le faire parce que je n'aime pas. Je n'aime pas le faire. Donc, je vais trouver une autre solution. Essayez. Vraiment, essayez. Je sais que c'est pas évident pour tout le monde parce qu'on a toujours ce truc de dire, bon, c'est à moi de le faire parce que je sais pas qui l'a décidé d'ailleurs. Je vous pose la question à vous. Mais voilà, on peut changer l'énergie du devoir en énergie d'amour. Soit on le fait par amour, soit on ne le fait pas par amour aussi, pour pas plomber l'ambiance de la maison. Voilà. Donc, c'est écrit comme ça dans mon livre. Du coup, il faut aussi savoir que lorsque l'on cuisine, il y a un côté énergétique. Et ça, je vais en parler souvent aussi. Si vous envoyez de la rancœur, si vous cuisinez avec rancœur, savez-vous que possiblement, vous pouvez aussi transmettre cette rancœur dans l'aliment et dans son goût. Cuisiner avec amour augmente les papiers, augmente le goût, augmente la saveur et le plaisir. Donc si vous travaillez depuis cette énergie du devoir, du truc qui est chiant, sachez que vous pouvez rendre malade. Vraiment, hein, vous pouvez rendre malade dans le sens où ils vont peut-être pas décéder, on est d'accord, hein, pas des trucs empoisonnés non plus. Mais il va y avoir une mauvaise ambiance et les goûts vont avoir un goût de rancœur. Hein. Rien que le mot, il fait pas plaisir. Donc je dis que tout se paye dans ce sens-là. Je ne dis pas que vous allez payer une facture à la fin, mais vous allez payer quelque chose en tout cas. Quelqu'un va le payer, soit vous, soit les autres. Enfin bref. L'idée, c'est vraiment de se connecter à cet amour
et de se dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais les choses par amour ou si par amour des autres, je le fais surtout pas parce que finalement ça va leur casser les pieds que je sois dans cette mauvaise énergie. Voilà, donc l'idée dans ce manuel, c'est de se poser des questions et d'essayer de réfléchir différemment. Lorsque vous avez des enfants, si vous êtes une maman solo par exemple, ou un papa solo, rendez agréable cette tâche, afin que ce soit plus une tâche, mais un plaisir. Moi, je sais que personnellement, c'est ce que je fais avec mes enfants. Quand j'ai pas envie, je leur dis vraiment, les gosses, enfin les filles, parce que bon, maintenant elles ont 20 ans, c'est vrai que c'est plus facile, j'ai pas envie de faire à manger. Donc soit on va se commander une pizza parce qu'on a les moyens, et parce que la pizzeria est ouverte, parce qu'il y a ça aussi, j'habite dans un village, donc pas évident. Soit on va se commander un truc à grignoter, soit je fais une espèce d'entorse à la bonne bouffe, donc je vais prendre un truc congelé, le faire réchauffer vite fait. Ça, je préfère éviter. Soit je vais vraiment me dire, allez, il faut faire à manger, il faut que tout le monde mange. Ben, je vais prendre plaisir à le faire. Et je vais même appeler mes enfants pour dire, vous voulez pas m'aider? Comme ça, on fait un truc ensemble. Et on fait une activité ensemble, même si c'est que pour bouffer. On fait une activité ensemble. Et souvent, le fait que je leur pose la question de dire, franchement, j'ai pas envie de faire à manger. Par contre, si tu m'aides, je veux bien qu'on le fasse ensemble, parce que toi aussi, t'as pas forcément envie. Hein, je rentre dans la chambre, elles sont occupées. Donc, je dis vraiment, ça serait bien qu'on le fasse ensemble. J'aimerais qu'on fasse quelque chose ensemble parce que j'ai vraiment pas envie de faire à manger, mais on va faire une activité ensemble. Voilà, donc l'idée, c'est pas forcément de plus rien faire. C'est de le faire avec une autre énergie, celle de l'amour universel. Voilà. Alors, je vais donc continuer parce que comme j'ai mis le prompteur, mais en même temps je connais un peu par cœur mon livre et je sens que je suis en interaction avec vous. Du coup, je lis pas mot pour mot. Je vais mettre, pour ceux qui ne veulent pas l'audio, je vais quand même mettre les sous-titres et ce sera bien les sous-titres du livre qui vont apparaître. Hein. Vous pourrez cliquer sur le bouton, vous pouvez déjà normalement le faire dès maintenant et voir apparaître les textes du livre. Sachez aussi que en tant que grand, pour les enfants, le fait de cuisiner en équipe comme ça, vous leur transmettez un savoir. Donc là, on est dans une bonne énergie. Transmettre un savoir, même si c'est pour faire de la cuisine, mais c'est pas rien. C'est l'outil pour le restant de sa vie. Et puis, transmettre ce savoir avec cet esprit de cohésion, cet esprit d'équipe, avec cette bonne énergie, bah, vous transmettez un savoir bon. Bon dans tous les sens du terme. Bon pour eux, bon pour vous et bon en bouche aussi. Donc voilà pourquoi j'insiste vraiment sur le fait que l'on est tous capables de modifier l'énergie dans laquelle nous devons faire les choses. Nous aimons faire les choses. J'insiste vraiment sur le fait de changer le mot devoir par aimer. Devoir faire par aimer faire. Je ne vous dis pas de ne pas le faire. Ou ne le faites pas si vraiment ça vous rebute parce que c'est pas bon pour les autres et quelqu'un va le payer et vous aussi vous allez le payer. Quand je dis qu'il faut rien faire à contre-cœur, là je parle de bouffe, mais c'est un petit peu un cas général pour beaucoup de choses. Ne faites rien à contre-cœur, quelqu'un va le payer ou va vous le faire payer. Lorsqu'on travaille avec l'énergie d'amour, on embellit la qualité d'une relation. Celle qui vous lie à vous et celle qui vous lie aux autres. Et d'arriver à articuler un petit peu ces choses-là, faire cette petite gymnastique-là, vous nourrissez votre côté girafe. Vous nourrissez vraiment quelque chose de heureux et de paisible pour vous. Quand vous commencez à nourrir vos qualités de girafe, à développer votre don naturel, votre amour universel, vos colères seront de plus en plus malléables, voilà, elles seront plus douces, elles seront moins en dents de scie, moins explosives et beaucoup moins invasives. La colère est une émotion qui nous alerte, hein, c'est comme un voyant rouge sur un tableau de bord, que quelque chose ne correspond pas à vos attentes ou à vos envies. Donc, en fait, la colère, c'est juste un avertisseur sonore, visuel, enfin, en tout cas, ça prend de la place et c'est pas bon pour la santé. Il est donc juste normal de se mettre en colère. Ça, on est OK. On ne va pas renier la colère. On est là juste pour apprendre à contrôler nos émotions dans un processus qui va prendre du temps. Mais une fois que vous aurez intégré toutes ces méthodes-là, votre vie sera transformée. Ça, c'est vraiment une garantie. Ça va se transformer et assez rapidement si vous commencez juste par faire à bouffer avec l'énergie d'amour.
Alors, vous ne serez ni un vrai chacal, ni une vraie girafe, ça je vous l'ai dit dans le chapitre d'avant. Vous serez des êtres humains et rien ne changera là-dessus, hein, et encore moins d'un coup de baguette magique. D'ailleurs, il ne faut pas changer. Vous devrez simplement accepter et vous aimer tel que vous êtes aujourd'hui et reproduire ça chaque jour. Ah, vraiment, il y a un processus évolutif et c'est pas on-off, hein, ça va être évolutif. Donc, vous allez prendre une espèce d'ascension vers la paix et chaque jour, ce sera comme une nouvelle marche. Donc, il va y avoir une évolution en vous. Il va falloir accueillir le fait que vous n'êtes pas en haut, hein, c'est-à-dire vous n'avez pas la paix totale et vous ne l'aurez pas. Mais à chaque fois que vous allez évoluer, donc chaque jour, vous allez vous rappeler un petit peu de tout ce qu'on se dit, déjà rien que maintenant. Vous allez vraiment développer comme cette graine que l'on arrose et qui prend racine et puis ensuite qui sort sa tête et qui va faire une jolie fleur. Plus tard, il faut du temps. Et aimez chaque jour, même si vous n'y arrivez pas tout de suite, aimez ce jour-là, aimez le lendemain qui va arriver. Je continue. La seule chose qu'il faudra viser, c'est d'évoluer et de vous aimer chaque jour un petit peu plus et de mieux en mieux. Il faut juste viser à ce que chaque jour, ouais, vous aimiez cette nouvelle version de vous-même avec humilité, sans jugement et sans précipitation. Dans cet univers de girafe, nous voulons apprendre de nos expériences, tirer des leçons et ne plus revivre les mêmes scènes. On ne veut plus revivre des scènes conflictuelles ou des scènes inconfortables, ça on ne veut plus. Et quand nous pratiquons donc l'art de vivre la paix et que nous vivons une situation de conflit, nous observons ce que la colère veut exprimer. Voilà, l'idée c'est d'être OK avec le fait qu'on soit en conflit, qu'on soit pas d'accord avec une personne qui n'est pas d'accord avec nous et qu'il y ait une tension qui se crée, ça c'est OK. Mais vous allez apprendre à observer votre colère, à observer la gravité d'une situation en vous en détachant un petit peu, en prenant de la hauteur, en augmentant votre centre de gravité, en vraiment le tirant vers le haut, comme une girafe en fait, hein, on voit d'en haut une situation, en s'extrayant de cette situation et en allant chercher au fond de nous pourquoi on est en colère vraiment, qu'est-ce que veut nous dire la colère, en la regardant de loin, comme si c'était, comme si on était un oiseau en fait, et qu'on décollait et qu'on regardait ce qui s'est passé réellement. Est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave, est-ce que ça mérite que je me prenne autant la tête? Le livre c'est Cesser de vous prendre la tête, hein, aussi le titre. Donc l'idée c'est de savoir être comme un oiseau qui fait oh là là là, qu'est-ce qui se passe? Attends, je vais regarder ça de plus haut. Je vais vraiment regarder ça de très haut et je vais voir un petit peu, je vais faire une observation de très haut. Et quand on est très haut, on peut se connecter à nos émotions, ce sont les nôtres, et on peut leur parler comme si elles étaient des amies. Alors, vraiment, ça c'est écrit dans le livre, hein, tel que je vous le dis, nous allons parler à nos émotions comme si elles étaient des amies, parce qu'elles sont nos alliés, nos émotions. Donc surtout la colère, puisque c'est surtout l'origine des conflits vient de la colère. Colère, qu'est-ce que tu veux me dire? Voilà. Et là, j'ai tout un texte à vous lire. La colère qui nous envahit, elle est un voyant d'alerte, donc on n'est pas là pour l'ignorer, le réfuter, hein. Non, pas du tout. On va juste aller dire, non, attends, il y a un voyant sur mon tableau de bord là qui s'allume. Qu'est-ce que... Enfin, où est le problème en moi? Comme pour un moteur, quand il y a plus d'eau, par exemple, le moteur va dire stop, il y a un voyant qui s'allume. Vous ne le savez pas, mais vous allez regarder ce voyant en disant, ah, ok, la colère, elle me dit qu'il y a un truc en moi, hein, pas en l'autre, hein, en moi, qui dit que je suis pas d'accord, et elle est là pour me dire, mais de quoi je suis pas d'accord en fait? C'est ça l'idée, c'est d'aller discuter avec sa colère, dire, mais qu'est-ce que tu veux me dire là, le voyant rouge qui s'allume, quoi? Et n'hésitez pas à faire ça comme ça, je sais que ça paraît un peu fou. Mais bon, si vous avez acheté mon livre, c'est que vous me connaissez dans ma folie. J'ai reçu un message tout à l'heure qui disait la folie bienveillante. J'ai bien aimé.
Donc, il faut se parler à soi-même, un peu en mode schizo, à ce fameux moi intérieur. Oui, allez vous parler à vous-même. Et les réponses, elles viennent lorsque on se donne cette place, quand on est dans l'observation, en nous connectant depuis notre pensée la plus élevée. Et ouais, l'idée c'est, ok, il y a un voyant, je suis pas d'accord. Qu'est-ce qui se passe en moi? Pourquoi je suis en colère? En fait, c'est quoi le problème? Je vais regarder de loin ce qui se passe. Et une fois que j'ai trouvé mes réponses, parce qu'elles vont venir, hein, les réponses, elles viennent de vous, hein, c'est vos émotions, c'est vos attentes qui sont pas, voilà, tu t'attendais à quoi? Pourquoi tu es en colère? Qu'est-ce qui va pas? Pas par rapport à ce que l'autre a dit, attention, hein. Est-ce que c'est parce que je suis pas d'accord sur le fait qu'on me parle comme ça? J'en sais rien. Là, il faut faire un travail sur cette situation, la regarder de loin en se coupant. Parce qu'une fois on a compris, ok, il y a un conflit, je suis en colère, hop, je vois le voyant rouge qui s'allume, je vais parler à la colère, dire bon, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux me dire en fait? Oui, il a dit ça, c'est pas bien. Non, ça c'est un jugement, ça répond pas à ma question. Pourquoi je suis en colère? Pourquoi je suis en colère? Parce que je me suis sentie, mon besoin de respect n'a pas été respecté, tout simplement. On ne m'a pas respecté, l'autre ne m'a pas respecté, pas parce qu'il a donné une insulte, mais il a vraiment pas respecté l'être que j'étais, et je suis pas d'accord avec ça. Ok, une fois qu'on a fait le point et qu'on a la réponse, maintenant on peut retourner dans la scène et dire bon, je suis pas d'accord, et plutôt que de hurler, je vais redescendre un petit peu et soit, j'attends que ça passe, hein. Prenez du temps, hein. Au début il faut prendre le temps, 10, 15, 20 minutes, un jour, 2 jours, hein. Des fois c'est bien, hein, de prendre la distance, hein. Prendre de la hauteur, c'est mettre de la distance, hein. Et une fois qu'on a fait le point sur tout ça, hop, on peut retourner voir la personne avec laquelle on était en conflit et dire bon écoute, moi je suis pas d'accord, tu me parles pas comme ça c'est quelque chose, je ne peux pas, ça me met en colère. Donc, il faut vraiment que tu respectes, que tu me respectes, que tu ne sois pas insultant. Et si on n'est pas d'accord, il faut qu'on puisse en discuter. Si on ne peut pas en discuter, écoute, nos chemins se séparent parce que c'est pas possible, c'est pas de l'amour. Hein, on n'est pas dans l'amour quand on est dans un conflit. Voilà. Alors, d'où travailler aussi notre capacité d'observation, notre capacité de connexion à notre don naturel, à nos émotions. Et tout ça, ça va ramener de la paix dans votre cœur et dans votre tête. Par exemple, on va prendre l'exemple du parent qui engueule son enfant parce que le vase est cassé, pardon. Donc là, sur les audios d'avant, il y avait ce chapitre où le père engueule l'enfant qui vient de péter un vase en jouant au ballon. Imaginons, puisque l'idée c'est d'apporter des exemples et des réponses. Dans ce processus-là, puisque je suis en conflit avec l'enfant, du coup, je suis en conflit, je suis en colère, j'ai envie de défoncer la gueule. Imaginons que ce soit, voilà, que je sois moi la personne. Dans mon cœur de girafe, si je suis vraiment une girafe et que c'est le début, hein, voilà, je viens d'ouvrir le livre l'art de vivre la paix, pardon, et je commence à découvrir cet univers dans lequel je vous emmène. Comment agirions-nous, agiriez-vous? Allez, on y va. Donc, mise en situation, le vase est pété. Et bon, alors je vais vraiment exagérer hein, sur le processus de la girafe débutante. Ça va être un peu lourd, mais l'idée, elle est derrière tout ça. C'est pour ça que je vais insister, je vais être insistante. C'est une démonstration, vous pourrez donc vous en inspirer en partie. Vous n'êtes pas obligé de faire tous les points que je vais évoquer. D'accord? Alors, l'enfant, il est comme ça. Ok, le vase est pété et maman girafe arrive. Ou papa girafe. Maman girafe arrive, papa girafe arrive. Observe la scène de crime. Sans parler, on ne parle pas. Quand on est au début, on ne parle pas. Quand on a la haine qui monte, il ne faut pas parler. Premièrement, donc, on ne parle pas. Deuxièmement, on a une petite montée d'adrénaline. Là, on est colère. On est colère, normal. Parce que ce sont nos habitudes de chacal, hein, ok, qui sont là, puisqu'on est en mode girafe débutante. Donc, tout de suite, ça monte à la tête. On ne parle toujours pas.
La colère, elle est là. Il faut pas parler, voilà. Il faut vraiment pas parler à ce moment-là. Vous pourrez parler après. Troisièmement, donc premièrement, je dis rien. Deuxièmement, j'ai la colère qui monte. Troisièmement, j'observe cette colère qui m'envahit. Mais vraiment, elle monte, genre... vous voyez, un peu comme ça, là, les joues qui deviennent rouges, les oreilles qui sifflent, les narines qui fument, le souffle. Voilà, on est coupé parce que le vase, je sais pas, on a payé 500 balles, quoi. Donc, pas trop, ouais, flemme, quoi. Pas trop envie. Et donc, on commence un peu à se transformer en monstre, hein, tel un personnage de manga, vous voyez, avec le truc qui pousse et tout. Qu'est-ce que je fais? Je respire. On l'a tous, c'est un réflexe naturel, hein, de respirer le souffle, faire redescendre les battements du cœur. Hein. Ça nous permet de nous recentrer. Donc, grande respiration. Et on essaye de se contrôler. Donc là, voilà, vous avez ouvert le livre, vous avez un conflit qui arrive, vous observez, vous êtes en colère, chut, on parle pas, on respire, on tente de se contrôler. Allez, respiration, donc, une fois que le monstre il est là, on respire, on tente de contrôler. On observe. J'observe que je passe pas un bon moment. Ouais, jusque-là, dès qu'on est en boule, on n'aime pas ça. Hein, parce que voilà, personne n'aime être en colère, personne. Voilà. Même les méchants, ils n'aiment pas être en colère. Donc non. La colère, c'est une hormone, hein, c'est le cortisol et c'est pas bon, c'est très toxique pour le corps. Alors, on observe qu'on passe pas un bon moment, ok. J'observe que c'est pas agréable. On respire exagérément, mais vraiment 5 fois. 5 fois parce que c'est donné 5 fois. Allez, c'est un petit tips. Vous respirez 5 fois. 5 grandes respirations. Et on va parler à la colère. Donc, on essaye de se dédoubler un peu. On va parler à la colère. Comme si c'était un être vivant. Ok, parce que je suis pas d'accord sur le fait qu'elle m'envahisse totalement. Et je veux pas qu'elle non plus qu'elle me prive de mes moyens. Donc, c'est pour ça que c'est important de parler à ses émotions. Parce que c'est nous le chef, c'est pas elle. Ok, elles, ce sont juste des voyants. Voyants rouge là pour le coup. Alors, on accueille, j'accepte qu'elle soit là pour me signifier quelque chose, mais en aucun cas je ne l'autorise à me dominer. Donc voilà, on n'autorise pas la colère à nous dominer. Ça c'est dur, hein. Ça c'est vraiment dur au début, mais vous allez y arriver. Il y a de la douceur qui va s'installer. Puisque le but de faire ces exercices de respiration, c'est de trouver les bonnes méthodes, les bonnes réponses en se posant les bonnes questions. Alors, on y va. On parle à sa colère. Colère. Pourquoi es-tu là? Que veux-tu réellement me signifier, me dire? Et vous respirez. Et vous respirez. Et vous laissez faire. Je vous garantis que les réponses vont arriver. Imaginons, la réponse dans ce cas de figure serait peut-être: je suis là parce qu'habituellement, quand tu étais enfant, j'apparaissais chez les grands pour te dresser quand tu faisais une bêtise de ce genre. Donc la colère, elle arrive par rapport à tout ce processus d'avant. Et c'est une des raisons de ma présence en toi. Voilà, donc j'imagine, c'est vraiment la colère qui parle là. Mais à l'origine, puisqu'à l'origine, la colère est une véritable émotion et une véritable énergie qui fait partie de notre don naturel. Je suis là parce que tu as besoin que tes objets ne soient pas brisés, puisque ce sont des besoins. Hein. Un vase, on en a besoin pour mettre une fleur dedans. Après, c'est un petit besoin, on est d'accord. C'est pour l'exemple. On a besoin que les objets ne se brisent pas. Donc, et ça n'a pas été respecté. Hop, c'est pour ça que je suis intervenue réellement. Et puis après, il y a toute la domination derrière qui est là, parce qu'on t'a dit qu'on pouvait corriger, que les parents, ils étaient énervés, machin, donc tu te mets en colère. Mais ça, c'est les habitudes. Et là, naturellement, par contre, mes besoins, que mes objets ne soient pas cassés, n'ont pas été respectés. Voilà. Dans ce cas de figure, vous avez appris à faire apparaître votre colère. Et surtout, la colère est là. Je suis là pour que tu te questionnes sur la valeur que tu attribues à tes objets, mais aussi à tes proches.
Voilà, on est dans cette ambivalence, on est en colère parce que le vase il est pété, parce qu'on nous a appris à se mettre en colère et à défoncer un peu, au moins l'ambiance si c'est pas la tête des enfants lorsqu'il y avait de telles bêtises. Et maintenant je vais vous apprendre que votre colère elle est aussi pour que vous vous questionnez sur la valeur que vous l'attribuez au protagoniste de cette scène, l'enfant et le vase. Qu'est-ce qu'il y a de plus important pour vous? Et là, c'est vous qui avez vos réponses. Voilà, alors je continue. Point numéro 7. Voilà, maintenant que je me suis expliquée avec ma colère, elle a presque disparu. On va dire qu'il y a juste une espèce de vibration, mais vous allez voir, qu'en vous posant ces questions-là, vous allez sentir déjà une espèce de paix qui vous envahit. Mais attends. Ah ouais, tout ça, parce que tout ça, mais en fait, non, en fait, j'aime mon gosse, quoi. Donc du coup, à ce moment-là, une fois qu'on a fait une observation de la scène, puis de ce qui se passe en nous, on observe l'enfant. Très important, c'est d'observer l'enfant. Cet être si pur que vous aimez par-dessus tout. Le même que vous aviez envie de défoncer il y a quelques minutes, mais dont la vie vous a chargé de lui enseigner l'amour et le respect. La vie vous a chargé de lui enseigner l'amour et le respect. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous asseoir à la hauteur de cet enfant, comme vous êtes assis avec votre colère. Et vous savez déjà la valeur qu'il représente à vos yeux. Vous savez aussi que vous ne voulez pas détruire l'enfant. Vous voulez l'élever et l'aimer. Et là, c'est là vraiment les fondamentaux. Vous êtes là pour l'élever et l'aimer, et non le détruire. Le vase, il est pété, on s'en fout, mais l'enfant, on ne veut pas le péter. Donc, on observe, j'observe, on observe, il a peur. Le gosse va être terrorisé, parce que lui, il ne sait pas que vous avez lu le livre. Donc, le gosse, il va s'attendre à se prendre le revers de la médaille, hein, de la main, ça c'est sûr. Observez votre enfant. Il a peur. Il sait déjà qu'en jouant avec son ballon, il a cassé le vase. Donc, et il savait en plus que les règles de la maison, c'était de ne pas trop jouer au ballon dedans la maison. Il voit que le vase est pété. Ça, il le voit. Peut-être même qu'il est triste pour le vase, hein, parce que les gosses, ils sont capables de faire ça, d'avoir de l'empathie pour un vase. C'est comme ça, hein, les petits-enfants, ils sont déjà tristes parce qu'ils voient que le vase est pété. Ils ont conscience que c'est pété, que le vase, il est mort. Ils ont conscience qu'ils ont enfreint les règles de la maison. Et ils ont conscience aussi qu'avant, vous alliez lui défoncer. Peut-être pas la gueule pour un vase, mais il y en a, il faut savoir qu'il y en a. Il y a des parents qui sont capables de corriger les enfants avec la violence. Donc l'enfant, non seulement il a peur, mais il est triste. Enfin, il n'y a rien qui va, quoi. Chez le gosse, il n'y a rien qui va. Il n'a pas lu le livre, lui non plus. Donc il est vraiment terrifié. L'enfant, à ce moment-là, il est terrifié. Il sait qu'il risque de se faire rabaisser. Il sait qu'il va devoir se soumettre à votre réaction habituelle d'avant, de colère. Et il sait très bien qu'il n'y aura pas de la paix, mais de la violence, qu'elle soit physique ou verbale, voire les deux. Il le sait puisque vous avez déjà habitué votre enfant à faire ça comme ça. Alors, je dis vous parce que c'est un cas général, hein, voilà. Peut-être que vous n'êtes pas tous pareils, heureusement d'ailleurs. Mais on va dire que globalement, l'enfant sait, et vous savez ce qu'il fait? Il se prépare à sa meilleure défense. Celle que vous lui avez enseignée, les larmes de honte et de culpabilité. Souvenez-vous, le parent qui disait « excuse-toi, dis pardon, mieux que ça ». Donc l'enfant, une fois qu'il a bien fait « pardon », voilà, lui, il va sortir cette carte du jeu puisque vous l'avez habitué. Il a été habitué. Je sais pas, vous, peut-être les grands-parents, bref. Vous avez compris, on est là pour apprendre. Hein, donc je dis vous parce que je m'exprime avec vous. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'enfant, il sait qu'il va devoir en arriver là. La honte, les pleurs, et exprimer un pardon avec des grosses larmes. En fait, on leur apprend déjà à être des comédiens. Et parce qu'ils ont peur, et pour eux, ils n'ont pas d'autre choix que de réagir comme ça. Ouais, ça pique un peu, ouais.
Mais bon, comme vous êtes en mode Gérald débutante, ok, vous accueillez tout ça en disant c'est normal qu'ils réagissent comme ça. Et on va continuer le processus. Point numéro 10. Je comprends enfin qu'il a peur de moi. Et oui, on prend conscience que l'enfant, finalement, il a peur de vous. Je le vois et je le sens avec mon cœur et avec mon don naturel. Je vois qu'en fait, la personne dont il a le plus peur, c'est de moi, à ce moment-là. Pourquoi le punir? La vraie question. Pourquoi est-ce qu'il faut le punir? Enfin, pourquoi est-ce que vous le puniriez? Pourquoi est-ce que vous lui hurlez dessus? Pourquoi le détruire et l'insulter? J'ai pas les réponses. Hein. Là, pour le coup, j'ai pas les réponses. Quel bien réel cela vous procurerait-il si vous faites ça? Je veux dire, si vous le rabaissez, vous le punissez, vous lui gueulez dessus, voire vous le tapez, est-ce que vraiment ça vous apporte quelque chose de bénéfique? La réponse est aucun. Donc vous savez que toutes ces pensées risquent d'arriver, c'est normal, vous débutez, mais vous avez déjà la réponse, aucun. Ah, et là on réalise enfin que peut-être on peut faire autrement. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Vraiment, je suis un peu le relou, hein, je sais, sur ce chapitre-là. Mais il est nécessaire pour moi d'être comme ça et de l'écrire comme ça. Vous réalisez donc, point numéro 11, que votre enfant a seulement besoin d'un dialogue sincère. Et à ce moment-là, votre colère est partie. Votre observation a eu lieu en vous et sur l'enfant. Vous conscientisez tout ce processus d'avant. Là, à ce moment-là, vous avez respiré tout ça. À ce moment-là, vous pouvez lui parler. Et vous pouvez lui dire quelque chose comme ça. Je suis en colère, c'est vrai. Je ne vais pas te mentir car tu l'as bien vu. Mais je sais que tu n'as pas fait exprès. Et que tu ne voulais pas casser ce vase. Ça, on le sait. C'est une bêtise, c'est un accident. Et je sais que tu ne voulais pas casser ce vase. Et ben, la leçon, c'est que tu apprends déjà qu'en jouant au ballon, aussi près des objets, tu risques de les casser. Est-ce que tu comprends? Donc, quand on est dans le processus de girafe, on reformule. Qu'est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends ce que je viens de te dire? C'est pas grave. Je t'aime. Je vais juste demander de jouer dans le jardin et non dans la maison. Parce que j'ai besoin, donc on exprime nos besoins, j'ai besoin que les petits objets jolis restent jolis, comme toi quand tu souris. J'ai besoin de te voir sourire, mais j'ai besoin que mes objets restent jolis comme toi. Qu'est-ce que tu as compris? Est-ce que vous pouvez parler avec les enfants de cette manière-là, même à l'âge de 3 ans? Je l'ai fait et ça a été fantastique, vraiment. Sinon, j'aurais pas écrit ce livre. Là, c'est mon expérience personnelle qui parle à travers ce livre. J'ai fait ça avec mes enfants à l'âge de 3 ans et ça a été l'autoroute du bonheur, vraiment. Et donc, on demande à l'enfant, qu'as-tu compris? Est-ce que tu peux me répéter ce que je viens de dire et qu'est-ce que tu ressens? Ça, vous pouvez le faire. Parlez à votre enfant. Montrez-lui déjà que vous avez observé tout ça, que vous ne lui mentez pas, que vous êtes sincère et posez-lui la question, vous allez voir. L'enfant risque de ne pas vouloir parler au début à cause de la peur. Et ça, c'est normal. C'est la peur d'avant. Et lui, il n'a pas l'habitude de la nouvelle maman ou du nouveau papa qui est là. Vous laissez donc poser les émotions de l'enfant, le temps qu'il comprenne que quelque chose a changé dans votre comportement. Ça, c'est important. Lui dire, mais... et il comprenne très très vite. Hein. Lui montrer que vous n'allez pas lui défoncer la gueule, que vous n'allez pas le rabaisser, vous n'allez pas le dominer, et que vous attendez une réponse de lui avec un regard bienveillant, avec de la douceur, de l'amour, un regard amoureux de votre enfant. Et vous allez voir. C'est important d'écouter l'enfant. C'est important de l'écouter. Donc, vous n'intervenez pas au moment où il va réussir enfin à parler. Et vous risquez d'être surpris. Souvent, les enfants craignent de ne plus être aimés. C'est leur besoin naturel. On a tous besoin d'amour. Hein, et un enfant pareil que nous. Donc, comme ils craignent de ne plus être aimés, il faut le laisser pleurer. Hein. Les pleurs sont là pour nettoyer un petit peu toutes ces craintes. On le laisse pleurer. Et quand il aura un peu repris son souffle, demandez-lui pourquoi est-ce qu'il pleure.
c'est vraiment important de laisser un enfant pleurer. Pas pendant des heures non plus, on est d'accord, hein, mais de lui montrer que, écoute, je te laisse pleurer. Par contre, dis-moi pourquoi tu pleures. Explique-moi. Quand vous voyez qu'il a un peu repris l'air, hein, même s'il y a encore des larmes qui coulent, vous pouvez lui dire pourquoi tu pleures. Vraiment, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? C'est super important. Parce qu'il va se sentir enfin écouté. Et enfin exprimer ce qu'il est lui. Et ça, c'est magique, vous allez voir. Je peux vous garantir que cette qualité d'échange, c'est vraiment une bénédiction. Et vous allez ressentir une espèce de gratitude, comme un remerciement qui va s'exprimer à travers vous. Vous allez vraiment vous rendre compte qu'il y a un lien d'amour qui est en train de se créer. Et que la confiance va être au rendez-vous, voire elle sera augmentée, quoi. Il va y avoir une fusion entre vous et l'enfant. D'autres personnes en fonction des conflits. Là, l'exemple, c'était l'enfant. Et voilà, ça peut se reproduire différemment. Enfin, pareillement, je dirais, pour d'autres types de conflits. Évidemment, en agissant ainsi, vous prenez toujours le risque à ce qu'il y ait d'autres bêtises qui arrivent, hein, puisque l'enfant est en apprentissage. Il risque de faire tomber autre chose, de casser un carreau, j'en sais rien, parce qu'il va jouer dans le jardin et cette fois-ci, c'est le carreau d'une fenêtre qui va péter. Il y aura d'autres situations qui vous mettront un petit peu en boule. Et c'est normal, c'est l'apprentissage. Je ne vous dis pas qu'il faut à ce moment-là donner un ballon à l'enfant et lui dire « Bon, bah, écoute, vas-y, pète tout dans la maison, c'est pas grave, je t'aime. » Non. L'idée, c'est de lui dire vos besoins et de comprendre que vous l'écoutez aussi et que vous l'aimez. Voilà, donc on n'est pas dans l'abandon où on laisse tout faire, parce que quand on laisse tout faire, alors on n'est pas là pour élever l'enfant, on l'abandonne. Là, on l'abandonne et c'est toujours pas de l'amour. Donc non, on n'abandonne pas les enfants. On n'est pas un être permissif et laxiste. Absolument pas. Je vous parle simplement d'aimer, d'écouter, d'observer. Voilà. Faut pas tomber dans les extrêmes. Voilà. Donc, si vous avez le livre, tout est réécrit point par point. Hein. Bon, j'ai vraiment fait en mode... C'est rigolo, je vous parle comme si vous étiez là. Moi, j'avais tellement... Voilà, je suis là dans le cœur, connectée avec vous, en fait. Ce chapitre-là, il est évoqué point par point. Je ne sais plus à quel cas j'étais. Alors, tu es où? Passé où? Ah, voilà, pardon. Excusez-moi, hein, je fais comme si on avait que ça à faire. Donc, c'est votre côté girafe. Ok. Ah, voilà. Donc, ouais, point par point. Point 11, point 12, point... Voilà. Ça, c'est ce chapitre-là. Fin de ce chapitre, du coup, quand même 42 minutes parce que je parle beaucoup. Le chapitre est beaucoup plus court à lire finalement qu'en audio. Mais c'est pas grave, moi je kiffe faire ça. Voilà. Alors, la suite, prochaine vidéo, le chapitre « Le jeu de qui a tort ». Ah non, les dangers, pardon, de l'éducation par la domination. Là, je viens de vous donner quelques tips en tant que girafe débutante. Prochain chapitre, il secoue un petit peu. Mais l'idée, c'est de travailler sur notre conscience et de comprendre jusqu'où peuvent aller les dérives d'une éducation par la domination. Voilà. Merci.